Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Chauvet, je suis rythmologue, cardiologue de formation. J'ai travaillé ici pendant quelques années. Je travaille un peu à la clinique Saint-Augustin à Crédon. Je fais ce concours depuis quelques années, donc je m'a demandé de le faire cette année aussi, donc c'est avec plaisir. On a eu en fonction des années 1 heure ou 2 heures. Là, on a 1 heure pour le topo, ça va être assez dense. Pour le bien de l'enregistrement vidéo, si ça vous ennuie pas, je vais m'asseoir, comme ça j'aurai la souris. C'est un tout petit peu moins dynamique que quand je suis debout. Vous n'hésitez pas à m'interrompre quand vous voulez. On va voir des choses quand même relativement simples. Ça fait toujours du bien de se remettre des choses simples en tête. Voilà, on essaiera de prendre quelques minutes à la fin si vous avez des questions. Et on va pouvoir commencer. Donc moi, je ne suis pas cardiopédiatre, hein, je suis cardiologue, rythmologue adulte, et on va voir qu'en fait, la réflexion pour les enfants ou les patients qui ont une cardiopathie congénitale opérée est à peu près toujours la même que celle qu'on utilise en post-chirurgie cardiaque pour les adultes, avec quelques rares exceptions près, et on va essayer de rentrer un petit peu dans ces quelques exceptions, mais on va voir que quand même, la règle générale est souvent celle qui prime. Je ne vous fais pas je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler l'anatomie des voies de conduction, le nœud sinusal en voie droite de l'oreillette droite. Donc tout ce qui va être chirurgie de l'oreillette droite va pouvoir éventuellement abîmer le nœud sinusal, sachant que c'est une structure extrêmement solide, le nœud sinusal. Donc c'est une structure très résiliente qui est quand même finalement très rarement atteinte par la chirurgie de façon durable. Le nœud auriculo-ventriculaire qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus fragile. Le faisceau de His que vous connaissez bien et les voies de conduction. Là, pour le coup, si on met un coup de scalpel dans le septum, et ben, en général, on se retrouve en BAV complet de façon définitive. Bien sûr, la branche droite, la branche gauche. Quelques spécificités à la chirurgie. Nous, on réfléchit en tant que cardiologue sur des schémas comme ça. Il faut bien voir que le chirurgien, lui, il a une vue de chirurgien. Et donc, parfois, on peut lui demander, il ne faut pas hésiter dans les troubles dont on va parler, troubles de conduction post-opératoire, ne pas hésiter à demander au chirurgien comment s'est passée la chirurgie. Très souvent, si on se demande si le patient va récupérer ou pas de son BAV post-opératoire, le chirurgien, très souvent, va nous donner des informations très utiles pour le pronostic de récupération, parce qu'il va nous dire bah, c'était très calcifié, j'ai envoyé le septum en anapathe, ou non, c'est quand j'ai appuyé un petit peu qu'il est passé en BAV, et puis ça va récupérer, c'est simplement du stress mécanique. D'accord? Donc, si j'avais quelque chose à dire déjà, première info, discutez bien avec vos chirurgiens dans les cas de troubles de conduction, notamment post-opératoire, en leur demandant qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu penses que ça va récupérer ou pas. Très souvent, le chirurgien peut nous aider dans la décision, est-ce qu'on implante vite le patient ou pas. Quelques rares exceptions liées à certaines malfoutoses très complexes. Les patients, par exemple, qui ont des doubles discordances, peuvent se retrouver avec des nœuds AV en position pas du tout classique au niveau du triangle de corps, mais de façon très antérieure. Ça touche quand même très peu de patients. Et là, pareil, il faut bien penser à discuter avec le chirurgien s'il y avait des constatations particulières. Et dans certaines pathologies très particulières où la croix du cœur est très chamboulée, voilà, pensez que le nœud AV peut se retrouver pas forcément là où il est d'habitude. S'il n'y a pas de septum interventriculaire, forcément, la nature, elle reprend ses droits et en général, les cellules migrent et on peut se retrouver avec des nœuds, par exemple, positionnés de façon atypique. Ça reste évidemment l'exception. Ça, c'est des schémas de post-chirurgie cardiaque. On sait que la chirurgie, c'est un moment à risque pour les troubles du rythme et pour les troubles de conduction pour plusieurs raisons qui sont globalement résumées dans ce joli papier qui date de quelques années maintenant. Donc voilà tout ce qui peut arriver plus ou moins pendant ou après la chirurgie. On peut abîmer les structures elles-mêmes, donc on a dit le nœud sinusal, on peut abîmer le nœud AV. On peut, alors, surgically created AV accessory pathways, alors ça c'est quand même, j'ai jamais eu, mais on peut imaginer qu'on va suturer un bout de muscle et créer une voie accessoire par la chirurgie, c'est quelque chose qui est possible. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes d'ischémie coronaire qui elles-mêmes vont entraîner des conséquences, des troubles du rythme, des troubles de conduction. Vous avez une piqûre de la coronaire droite, et ben vous pouvez vous retrouver avec un BAV qui est finalement pas lié
aux sutures du chirurgien, mais à l'ischémie de la coronaire droite. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. On se retrouve dans des situations voilà, où le cœur va être potentiellement mis en cardioplégie, etc. Donc, on va chambouler son système ionique. C'est des moments où on va y avoir de grandes variations volémiques, on va bourrer les patients d'amines, euh, de traitements divers et variés qui vont eux-mêmes potentiellement avoir des effets pro-arythmogènes. On va créer des cicatrices potentiellement dans le muscle qui vont être, pour les troubles du rythme, on va le voir, potentiellement des sources de réentrée. Il peut y avoir des circuits qui vont se mettre à tourner autour des cicatrices que l'on a créées. Donc, il y a toute une série de facteurs qui font que la période post-opératoire est une période particulièrement à risque. Vous savez qu'à peu près 50% des patients, ça c'est les chiffres de chirurgie conventionnelle, vont faire des troubles du rythme en post-opératoire. Notamment, plus de 80% de ces patients-là vont faire de la FA. Évidemment, ils ne vont pas faire de la FA ensuite dans les années qui suivent. Donc c'est une période particulière. On va revoir un petit peu, faire quelques révisions rapides sur les différents troubles de conduction. Donc les premiers, on va partir du haut, puis on va avancer tranquillement. C'est de la redite, tout ça, vous le savez, c'est vraiment du basique, mais ça fait jamais de mal de se remettre un petit peu en tête quelques notions. Donc bien sûr, les lésions du nœud sinusal, bon, ça va être les chirurgies de l'oreillette droite. L'artère du nœud sinusal, ça c'est quand même un grand classique. Donc il peut y avoir, et ça peut être les rares situations où on peut se retrouver avec une dysfonction sinusale qui va durer dans le temps. Cette toute petite artère qui naît en général donc, du pied de la coronaire droite. Alors, donc, quels sont les ECG qu'on peut avoir en cas de dysfonction sinusale? On peut avoir différents ECG et ça parfois ça peut perturber un petit peu le réanimateur. Hein, voilà les ECG qu'on peut avoir sur une dysfonction sinusale. On peut avoir une activité atriale mais qui est étonnamment lente, donc une bradycardie sinusale. On peut avoir, en cas d'absence d'échappement pendant quelque temps, une asystolie, s'il n'y a personne pour prendre le relais. On peut avoir une activité atriale mais qui ne ressemble pas à une activité sinusale lente, mais qui est ce qu'on appelle un échappement atrial. Souvent, la première structure qui va échapper, c'est le sinus coronaire. Donc on se retrouve avec des ondes P négatives en D2, D3, AVF. Voilà, donc on dit un rythme d'échappement du sinus coronaire. Et on peut avoir des QRS un petit peu tout seul, où on ne voit pas l'activité atriale. Lorsqu'il y a un échappement dit jonctionnel, c'est le nœud AV qui va faire l'échappement. Et du coup, comme l'influx part du nœud AV, il va y avoir l'oreillette et le ventricule qui s'activent en même temps. Et donc l'onde P se retrouve cachée dans le QRS. Et souvent, on ne voit pas l'onde P. On voit que des QRS. Et pourtant, c'est bien un échappement lié à une dysfonction sinusale. Okay, donc, il faut bien se dire, la dysfonction sinusale, c'est pas que une bradycardie sinusale. On peut avoir des ECG, on va avoir quelques exemples après. Donc, il faut avoir en tête ces différents mécanismes-là. Tout va dépendre de qui gère la bradycardie. Est-ce que c'est le nœud sinusal lui-même qui le gère, même si c'est lent? Est-ce que c'est une structure atriale? Est-ce que c'est une structure jonctionnelle? Ou est-ce que c'est personne? Et dans ce cas-là, le patient fait une asystolie, qui évidemment ne dure jamais. Quel est le traitement de la dysfonction sinusale? Eh ben, on a soit les médicaments, on va mettre des chronotropes positifs, d'accord? Donc soit on va mettre des vagolytiques, soit on va mettre des sympathomimétiques, donc de l'atropine, de l'isoprénaline, ça vous avez l'habitude de les utiliser. Si besoin, on peut de manière temporaire utiliser donc les sondes d'entraînement pour stimuler l'oreillette. Le meilleur traitement de la dysfonction sinusale, c'est pas de stimuler le ventricule. Alors, sur le plan hémodynamique, c'est d'aller stimuler l'oreillette. Donc, si on est capable d'identifier que la bradycardie du patient, elle est sinusale et pas liée à un problème AV, déjà, on va optimiser son hémodynamique parce qu'on va stimuler seulement l'oreillette. Il va garder ses QRS fins le cas échéant, et puis on va se retrouver avec des besoins en amine plus bas, etc., etc. Bien sûr, dans la dysfonction sinusale, on essaie de corriger les facteurs favorisants. Voilà, la sortie de bloc, l'hypothermie, toutes les troubles ioniques éventuels. Et en général, ça récupère très très souvent. Quelques aspects classiques de CG. Là, on voit donc une activité sinusale, probablement, elle a l'air positive, donc probablement sinusale. Et puis là, voilà, on voit par exemple une asystolie, le patient qui commence à convulser derrière. Il n'y a personne pour prendre le relais pendant quelques temps. Donc, on peut se retrouver avec ce type de CG. Quand on voit une grande bradycardie comme ça, en gros, il y a deux options. Soit c'est une bradycardie sinusale, soit c'est une bradycardie liée à un BAV. On regarde s'il y a des ondes P bloquées ou s'il n'y a pas assez d'ondes P.
S'il y a des ondes P bloquées, c'est que c'est un BAV. S'il n'y a pas assez d'ondes P, c'est que c'est de la dysfonction sinusale. Là, on ne voit aucune activité atriale qui est bloquée. À chaque fois qu'il y a une activité atriale, il y a bien un QRS derrière, c'est que ça passe bien entre l'oreillette et le ventricule. Donc, aucun doute, c'est de la dysfonction sinusale. Voilà. Et comme c'est très sensible, comme on l'a dit, hein, à l'innervation extrinsèque quand même, et ben, le patient va jamais faire une asystolie définitive. Au bout d'un moment, il va larguer ses catécholamines endogènes et puis bon, il va finir par avoir un échappement qui va se mettre en place. Voilà, on peut avoir donc ici par exemple un échappement jonctionnel. On a une ligne franche sans activité atriale bloquée. On voit un QRS et là on voit une activité atriale qui est derrière. Voilà. Ensuite, à nouveau, une ligne, un QRS, une activité atriale qui est derrière. Et on voit que quand il y a une activité atriale qui veut bien arriver, qui a décidé de se réveiller un petit peu, hop, tout de suite, il y a un QRS qui va derrière. À nouveau, dès qu'il y a une activité atriale, hop, tout de suite, il y a un QRS derrière. Donc le problème, c'est pas à nouveau que l'oreillette ne communique pas avec le ventricule, c'est que l'oreillette ne se réveille pas assez souvent. Et donc, on voit que l'irrégularité du rythme n'est pas liée à un problème AV, mais vraiment juste à une absence d'activité atriale. Et au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'onde P, eh ben, le QRS apparaît parce que là, il y a un échappement jonctionnel. On voit par exemple ici qu'on a l'activité atriale qui arrive en même temps que le QRS, par exemple. OK? Voilà pour de la dysfonction sinusale classique. Si on n'a pas d'échappement, on peut se retrouver avec des pauses. Voilà, ça c'est aussi un classique. C'est pas parce que ça dure longtemps que c'est forcément du BAV, hein. Une pause sinusale, ça peut durer longtemps. Dans les syncopes vagales, nous, quand on met des Riviles aux jambes pour syncope et qu'en fait on se rend compte qu'ils font des malaises vagaux avec part rythmique prédominante, ils peuvent faire des pauses de 30 secondes, hein, convulsées. Il n'y a pas d'onde P pendant 30 secondes. Mais contrairement au BAV infra-haïtien, on a toujours un échappement qui finit par se mettre en place. On n'a pas de décès sur des pauses comme ça, mais ça peut être pénible. Des fois, on se met à massouiller le patient. Voilà. Pendant la nuit de garde, on est réveillé. C'est très pénible. L'évolution de ces dysfonctions sinusales sont extrêmement rarement permanentes. Presque toujours, elles vont récupérer parce que ça va être essentiellement l'innervation sympathique, parasympathique qui va être gênée. Ça va être du stress mécanique sur l'oreillette qui va être mise en cause. Les cas très rares, ça va être justement l'occlusion de l'artère du nœud sinusal. Voilà. L'occlusion de l'artère du nœud sinusal, là, pour le coup, ça peut donner des bradycardies qui sont potentiellement définitives. Et là, typiquement, ça vaut le coup de demander au chirurgien s'il pense que c'est possible. Une bradycardie sinusale un peu extrême qui traîne. Est-ce que tu penses que c'est possible que tu aies eu l'artère du nœud? Voilà. Sinon, presque toujours, donc plus de 95, voire même plus, de ces situations-là, parce que c'est des situations très fréquentes en réanimation, pour le coup. Ça répond bien souvent à l'atropine, et puis ça passe en quelques jours. Les lésions du nœud auriculo-ventriculaire sont très fréquentes, elles sont assez souvent transitoires. Le nœud AV, c'est une structure qui est très fragile, qui est sous-endocardique et qui est très sensible au stress mécanique. Nous, quand on monte des cathéters à l'intérieur du cœur, même s'ils sont assez souples, il suffit d'appuyer quelques grammes sur le nœud AV, 15-20 grammes, vous appuyez avec une force de 15 ou 20 grammes sur un nœud AV, vous collez le patient en BAV complet pendant quelques minutes. Voilà. Donc le chirurgien, quand il va, et ça peut durer plusieurs heures même, hein. Donc le chirurgien, quand il va travailler, oui, il va appuyer sur les structures, etc. Et c'est assez classique que le nœud AV soit gêné et perturbé par ces mécanismes mécaniques, qu'on appelle nous un bump en cardiologie interventionnelle. Voilà, donc souvent sensible à la friction leucorégionale, à l'étirement. Lorsque ce sont des lésions ou des phénomènes haut situés sur le nœud auriculo-ventriculaire, ils vont être souvent sensibles à l'atropine, à nouveau parce qu'on est sur des structures suprahaïtiennes qui sont sensibles à l'innervation sympathique et parasympathique, et donc on peut stimuler un petit peu la conduction via le nœud AV grâce à l'atropine. Les ECG qu'on peut avoir dans une situation de bloc nodal, on va avoir le BAV1, l'allongement du PR, hein, le grand classique, c'est les mitrales, hein, voilà, quand on va aller stresser le nœud AV sur la suture mitrale. Donc on va avoir un BAV1, parfois énorme, hein, 400, 500 millisecondes de PR, des PR extrêmement longs. Voilà. On peut avoir le fameux BAV2 Mobitz 1, c'est-à-dire un PR qui s'allonge petit à petit avec une onde P bloquée de temps en temps. Voilà. Le fait à nouveau que que le PR s'allonge avant chaque bloc, c'est plutôt, donc ce qu'on appelle le Mobitz 1, c'est plutôt de bon augure parce que ça veut dire que le problème est situé au niveau du nœud AV, donc haut situé. Et donc lorsqu'il y a
des pauses suffisamment longues et qu'il y a un échappement, l'échappement sera dit à QRS fin, parce que ça va être la partie basse du nœud ou juste le tout début du hisse qui va échapper. Et donc, on a un échappement à QRS fin, ce qui nous prouve qu'on a un trouble de conduction qu'on appelle supra-hissien, ou autrement appelé nodal. Tout ça, ce sont des synonymes. Donc, le BAV nodal, le BAV supra-hissien, ce sont la même chose, hein, c'est les synonymes. On a lésé le nœud auriculo-ventriculaire lui-même, pas le tronc du faisceau de His. Et c'est une structure assez résiliente, et donc il y a de bonnes chances de récupérer. Et donc c'est pour ça que sur les mitrales notamment, lorsque les patients ont des QRS fins, même s'ils sont en BAV complet, on va attendre 7 jours, 10 jours, parfois 14 jours. Surtout si on voit qu'il y a une dynamique, souvent il va sortir en BAV complet. À J3, à J4, il y aura un échappement qui va se mettre en place à QRS fin. À J7, on va se retrouver en BAV2 mobile sain. À J9, on va avoir le PR très long. Et on attend, et on attend. Et souvent, ça récupère très bien. On peut se retrouver avec des asystolies sur des BAV nodaux, mais à nouveau, jamais de façon très très longue, parce qu'il va toujours y avoir un QRS fin qui va apparaître à un moment donné. Mais nous, si on va appuyer sur le nœud AV pendant une procédure, il peut bien y avoir 10 ou 15 ondes P bloquées d'affilée, le temps que, pareil, les catécholamines endogènes soient sécrétées, parce qu'on se retrouve avec une asystolie et que les surrénales déchargent un petit peu, parce que c'est la panique à bord. Donc voilà des ECG. Là, on se retrouve avec un PR long, par exemple, hein. Voilà, donc ça, c'est typiquement un BAV1. Un BAV2 Mobitz 1. Donc ce qui peut être difficile parfois, c'est d'identifier l'onde P qui peut parfois aller se cacher un petit peu dans l'onde T. Ici, on la voit bien, par exemple, l'onde P bloquée. Mais si on va aller la chercher ici, c'est un petit peu plus difficile. Là, elle va vraiment se fusionner avec l'onde T. Et bah là, bien malin, celui qui peut affirmer qu'il y a une onde P là-dedans. Mais si on fait l'évolution du PR sur les battements précédents, on voit que ça s'allonge petit à petit. Et donc, oui, en plus, on voit qu'elle est légèrement plus empâtée, avec l'œil un petit peu habitué. On va dire, OK. Puis on va prendre notre petit papier, on va dire, bah, là, il y a une onde P, là, il y a une onde P, là, il y a... OK. Donc là, il devrait y en avoir une. Et la suivante, elle est là. Donc en fait, c'est pas un problème qu'il manque une onde P, c'est juste qu'il y en a une qui est bloquée. Et souvent, si on laisse défiler le CG, ce qu'il faut toujours faire dans les situations où on a un doute, ben, on va se retrouver à un moment donné avec une onde P un peu plus visible et on n'aura plus le doute qui va se lever en disant est-ce que c'est une pause sinusale ou est-ce que c'est une onde P bloquée? D'accord? Donc faites défiler des ECG, ça c'est un autre message. Enregistrer des ECG, quand on est au scope, avec le scope, on peut avoir souvent la fonction de revue du scope, donc ça c'est facile. Mais sinon, on fait défiler un ECG 12D pendant 1 ou 2 minutes. On a une page, c'est 12-13 secondes, donc on fait défiler 10-12 pages de CG. Souvent, ça nous donne la réponse. Si on a sur un tracé des difficultés de compréhension, souvent, si on fait quelques pages, on a le doute qui se lève. Voilà, là, on se retrouve avec, pour le coup, un BAV complet. C'est-à-dire qu'on a des ondes P d'un côté qui sont régulières, des QRS de l'autre qui sont réguliers aussi, avec des QRS qui sont avec un échappement fin, qui a un aspect de retard droit un petit peu, mais on a des QRS fins. Donc là, c'est probablement la partie très très haute du IS, juste au-dessus de la branche gauche, qui fait son petit échappement. Donc souvent, ça va récupérer, surtout quand les QRS sont fins. Excusez-moi. Et donc, c'est pareil, c'est des situations où ça vaut vraiment, vraiment le coup d'attendre. Déjà, chez l'adulte, on attend beaucoup. Alors, chez l'enfant, sachant que l'implantation d'un pacemaker épicardique va avoir des conséquences globalement pour toute sa vie, s'il récupère 3 semaines après ou 15 jours après et qu'il porte toute sa vie un pacemaker parce qu'on n'a pas attendu quelques jours, c'est vraiment très, très dommage. Alors, le tronc et les branches du faisceau de His, là pour le coup, c'est la fibre cardiaque, hein, c'est-à-dire que encore le nœud sinusal et le nœud AV, c'est des structures complexes, résilientes, avec un enchevêtrement de fibres, l'électricité, si elle passe pas par la gauche, peut-être qu'elle pourra passer par la droite, etc. Encore le tronc du faisceau de His et les branches droite et gauche, c'est vraiment des câbles. Vous le sectionnez, voilà, ça passe plus. Donc, quand il y a une lésion du tronc et des branches du faisceau de His, là, pour le coup, c'est en général à la fois les plus graves parce que les structures qui peuvent échapper dessous, ben, il ne reste plus que le muscle ventriculaire lui-même et les cardiomyocytes, ils ne sont pas du tout faits pour gérer la fréquence cardiaque. Donc là, l'échappement, il n'est pas du tout fiable, il peut être extrêmement lent et lui-même être pro-arythmogène, puisqu'on sait que les gens qui meurent de BAV, en général, ne meurent pas d'asystolie, ils meurent plutôt de torsade de pointe qui dégénère en fibrillation ventriculaire sur un échappement ventriculaire extrêmement lent, un QT qui s'allonge énormément, et là-dessus, on fait à un moment donné l'AFV, en fait, hein.
On peut aussi avoir des asystolies avec des conséquences hémodynamiques et des défaillances multiviscérales. Si on passe 30 minutes à 15 battements par minute, bon, on peut se retrouver avec des nécroses tubulaires, etc., etc. Donc, attention aux troubles du rythme, aux troubles de conduction infra-ischiens. Et donc, évidemment, les chirurgies les plus à risque, ça va être les chirurgies du septum. Voilà. Vous faites un Moro, vous bouchez une CIV, vous cousez, vous faites un double remplacement valvulaire aortique et mitral. Voilà, là, vous avez toutes les chances, tous les risques d'être dans cette zone du septum membraneux, par où passe ce petit câble qui est le faisceau de His. Et là, bah, il ne faut pas le couper, quoi. Et là, pareil, les chirurgiens, en général, sont de bonne aide pour savoir si ils sont à peu près sûrs qu'ils ont sectionné les voies de conduction ou pas, quoi. Donc, on va avoir, pour le coup, on peut avoir du BAV1 aussi, hein, dans les troubles de conduction infrahaïtiens. C'est une situation assez rare. Parce que, encore une fois, le faisceau de His, normalement, il est là, c'est une structure qui est là pour faire conduire rapidement l'électricité. Alors que le nœud AV, lui, en fonction de l'innervation sympathique, parasympathique, vous savez que vous avez le PR plus, tous de façon physiologique, on a le PR plus long la nuit qu'à l'effort. Voilà, le nœud AV, il est fait pour faire varier le PR. Le nœud AV, le tronc du faisceau de His et les branches, une fois que l'électricité arrive, elle doit aller le plus vite possible. Donc en général, quand ça bloque complètement. Donc ça donne du BAV2 ou du BAV3. Mais on peut avoir une atteinte un petit peu localisée dans le faisceau de His ou dans une des branches, avec l'autre qui est un petit peu malade et qui conduit plus lentement. Et donc on peut avoir un allongement isolé du PR qui est lié à un trouble de conduction infrahissien. C'est pas fréquent, mais c'est possible. Plus classiquement, on voit soit le BAV2 Mobitz 2, c'est-à-dire une onde P bloquée de temps en temps, mais de façon inopinée, sans allongement au préalable du PR, ce qui est beaucoup plus inquiétant que le BAV2 Mobitz 1, où là c'est le nœud AV qui allonge progressivement le PR parce que l'onde P arrive, l'activité atriale arrive un peu trop vite et lui il dit voilà vous êtes mignon, mais moi je vais ralentir un petit peu, puis au bout d'un moment il bloque. Alors que là le blocage se fait de façon inopinée d'un coup, avec le PR avant et après qui est le même, qui ne s'est pas allongé petit à petit. Et donc là c'est vraiment l'ampoule qui grésille un peu dans la cuisine, quoi. Vous voyez? Celle-là en général elle s'éteint pas longtemps après. Lorsqu'il y a donc le BAV2 Mobitz 2, c'est assez rare tout simplement parce que en fait c'est juste le BAV3 arrive bientôt en fait. Voilà. Donc ce qu'on va plus souvent avoir, bah, c'est le moment où l'ampoule elle s'éteint pour le coup, et donc là il n'y a plus de conduction, on a des ondes P, il n'y a plus de passage entre le haut et le bas, et là bah, c'est le ventricule qui doit gérer donc les cardiomyocytes, donc on va avoir un échappement à QRS large, pas très fiable, avec un risque de rythme extrêmement lent qui suffit pas à maintenir un débit pour maintenir les organes en bon état. Et puis, on peut avoir bien sûr des asystolies extrêmement longues. Donc, un exemple de BAV2 Mobitz 2, vous avez le PR avant et après qui ne s'est pas allongé avant l'onde P bloquée. Poum, une onde P bloquée. Ça, vous voyez ça ne serait-ce que sur un scope à la visite du soir à 21h avant d'aller vous coucher. Bah, vous vérifiez bien que les électrodes épicardiques elles marchent bien parce que vous êtes à peu près sûr que sinon vous allez être appelé pour masser le patient à 2h du matin, quoi. D'accord? Donc ça, c'est des situations, même sur une onde P bloquée, lorsque le PR est vraiment le même avant-après et qu'on est sur une chirurgie potentiellement à risque. En plus, là, on voit que le patient a des troubles de conduction surajoutés. Il a un bloc de branche droit, comme on voit ici, on va le revoir après. Il a un hémibloc antérieur gauche avec son axe gauche. Donc on a quand même sur les trois branches la branche droite qui ne marche pas, l'hémibranche antérieure gauche qui ne marche pas. Il ne nous reste plus que l'hémibranche postérieure gauche avec une onde P bloquée de temps en temps. Là, si on est en situation post-chirurgicale, bon, faut vérifier bien qu'il a une stimulation en backup qui marche au cas où, en VVI 40, au cas où, à un moment donné, il y ait besoin, quoi. Donc voilà, on en a parlé tout à l'heure, le risque de torsade de pointe hein, dans le BAV complet, lorsque vous avez un échappement, il est très très lent, donc le QT s'adapte de manière naturelle, le QT s'allonge avec la bradycardie, et lorsque le cœur est extrêmement bradycarde, le QT devient vraiment très long, et c'est pas rare du tout d'avoir des extrasystoles ventriculaires qui commencent à tomber un peu dans le QT, et avec des risques de torsade de pointe. Donc là, pour le coup, bah, ça va dépendre. C'est les situations où on se retrouve le plus fréquemment avec une nécessité d'implantation. Voilà. L'idée, c'est quand même d'attendre longtemps. Je dirais encore plus en cardiopédiatrie que chez l'adulte, parce que, encore une fois, les conséquences d'implantation d'un enfant et qui va devoir vivre potentiellement
plusieurs dizaines, on espère pour lui, d'années avec sa pile, plutôt qu'un patient de 80 ans qui va vivre peut-être 10, voire 15 ans avec sa pile. Et donc les risques d'infection, de fracture de sonde, etc., ne sont pas du tout les mêmes. D'accord? Donc le prix à payer lorsqu'on porter un pacemaker ou porter un défibrillateur, c'est une maladie en soi. Hein, voilà. Donc il faut coller cette maladie au patient seulement si on n'a vraiment pas le choix, quoi. Donc attendre. Voilà, ça c'est important. Sans mettre le patient en danger, c'est toujours pareil. Quand on a les électrodes épicardiques qui ne fonctionnent plus, qu'on est à J5, qu'on s'était dit qu'on attendrait jusqu'à J7, encore une fois, on peut discuter avec le chirurgien et s'il dit, ben non, mais moi, le septum, je l'ai pris, je l'ai coupé et je l'ai envoyé en anapathe, bon, ça ne récupérera pas. D'accord? Donc c'est dans ces situations-là où on peut discuter, mais la règle, c'est quand même d'attendre, d'attendre et d'attendre. Voilà. Et même si 3 patients sur 4, ils finissent par être implantés, ben, si on évite une implantation sur 4 en ayant perdu chez tous les patients 2 ou 3 jours, eh ben, c'est pas cher payé du tout. Voilà. C'est sûr que du point de vue du réanimateur, souvent on dit non, mais on a envie il faut qu'on fasse remonter le patient, on n'a plus de place en réa. Au pire, s'il a ses électrodes épicardiques qui marchent, les patients en BAV, ils peuvent, ou avec un échappement, voilà, ils peuvent monter dans les services tant que les électrodes épicardiques marchent. Voilà. Mais c'est pas une bonne idée d'implanter un patient un petit peu plus tôt pour des problèmes de place en réa, même si on sait que souvent, ça fait partie des questionnements qu'on a. Comment on traite le BAV? Pour le coup, les médicaments inotropes, ça marche de façon incertaine. Hein. L'Isuprel, voilà, ça vous accélérer un petit peu le rythme d'échappement, mais c'est pas ça le traitement. Le traitement, c'est la stimulation. Hein. Donc, soit la stimulation ventriculaire seule, ce qu'on appelle le VVI, vous avez une électrode, vous stimulez le ventricule. Le problème, c'est que vous dissociez oreillette et ventricule. Soit si vous avez la possibilité d'avoir une sonde dans l'oreillette, ce qu'en général les patients ont de manière transitoire en post-chirurgie, eh ben, vous pouvez détecter l'oreillette et stimuler le ventricule après les oreillettes détectées. C'est ce qu'on appelle le mode DDD. On y reviendra si on a le temps. Donc ça, c'est le mode de stimulation le plus élégant pour un patient qui est en BAV, en réanimation. Pareil, on va gagner 10-15% de débit cardiaque grâce à la systole atriale qui va remplir un petit peu mieux le ventricule. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez vos patients en DDD, en BAV complet, c'est plus élégant que si vous avez vos patients en VVI. Ça montre que vous avez fait le DU. Les blocs de branche, et ben voilà, ça c'est encore un petit peu plus bas. On a lésé le septum d'un côté ou de l'autre et on se retrouve avec un bloc droit ou un bloc gauche. Le bloc de branche droit, c'est 8% à peu près dans la population générale. La branche droite, elle est fine, elle bloque assez souvent. Ça donne pas d'insuffisance cardiaque. Donc le fait d'avoir un bloc droit, c'est pas péjoratif en termes de pronostic. Le fait d'avoir un bloc gauche, c'est pas la même chose. Hein. Vous savez que le bloc gauche, du coup, le ventricule gauche lui-même va s'activer de façon lente et musculaire au lieu de s'activer via le réseau de His-Purkinje. Et du coup, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un asynchronisme intraventriculaire gauche, c'est-à-dire que le septum va s'activer avant la paroi latérale du ventricule gauche, qui va être dépolarisé avec retard. Et ça peut, dans certains cas, donner de l'insuffisance cardiaque au patient. Voilà, si on sort avec un bloc gauche d'une chirurgie, on peut se retrouver 3 à 5 ans après avec de l'insuffisance cardiaque à cause de ce bloc de branche gauche. Voilà, c'est très difficile d'avoir les chiffres, mais si on voulait donner une estimation extrêmement grossière, ça va être à peu près 10% des gens voilà, qui vont développer dans un second temps des problèmes à cause de ce bloc de branche gauche. Plus les gens sont jeunes avec un bon VG, plus ce risque est faible. Plus les gens sont âgés avec un VG déjà un petit peu malade, plus ce risque est élevé. Donc voilà, le bloc de branche gauche, je ne vous refais pas les cours. Hein. Donc c'est QS en V1, RR' en V6. Et le bloc de branche droit, c'est le SRR' en V1 et l'onde S traînante en V6. Ça, c'est vraiment des définitions toutes simples. Évidemment, pensez aussi, lorsque là, par exemple, chez ce patient-là, qui a une onde R' extrêmement grande en V1, l'onde R', donc la dernière partie à se dépolariser, la partie positive en V1. V1, c'est l'électrode qui est située à droite. Donc la partie finale du QRS dans un bloc de branche droit, celle qui s'active avec retard, c'est le ventricule droit. Et donc si vous avez une énorme onde R' en V1 comme ça, là, ce patient, je peux vous dire qu'il n'a pas un ventricule droit normal. Il a un ventricule droit probablement dilaté et hypertrophié. Lui, il a une surcharge ventriculaire droite, c'est peut-être un phallo, c'est peut-être quelque chose comme ça, mais on ne peut pas avoir une onde R' comme ça en V1 aussi grande, c'est-à-dire un ventricule droit qui pèse aussi lourd électriquement de façon normale avec juste un bloc de branche droite. Donc aussi, pensez à regarder, c'est assez élégant, les signes de surcharge ventriculaire droite
qui sont cette grande onde R' en V1 dans le bloc de branche droit. Donc voilà, les indications de la pile, c'est les mêmes depuis 15 ans. Il n'y a pas de recommandations spécifiques dans la population cardio-pédiatrique ou en post-chirurgie de cardiopathie complexe, même chez l'adulte. Voilà, c'est les recommandations globales. Donc l'idée, c'est le BAV persistant de plus de 10 jours, le BAV intermittent avec syncope après 10 jours, le BAV intermittent avec bloc droit plus hémi-bloc antérieur gauche. Donc là, c'est ce qu'on appelle les blocs trifasciculaires. Mais vous voyez que l'idée, c'est d'attendre longtemps. Le BAV transitoire de moins de 48 heures, pas d'indication. Le BAV transitoire de moins de 10 jours avec QRS fin, pas d'indication. Et puis, là, encore une fois, les situations où on est un petit peu coincé, où il faut aller vite parce qu'on est à J5, etc. Ben, c'est de la discussion au cas par cas. Un petit mot sur ce qu'on appelle l'exploration électrophysiologique. Quand vous avez un PR qui est long et que vous ne savez pas si ce PR est long à cause d'une EAV ou à cause du tronc du faisceau de His, on a dit si le PR est long à cause d'une EAV, c'est une situation à peu près physiologique ou en tout cas de très bon pronostic. Alors que si c'est un PR long à cause d'un problème sur le faisceau de His, ça nous montre que notre câblage est fragile et ça peut être dangereux. Dans certaines situations, notamment dans ce qu'on appelle le bloc trifasciculaire, donc ça c'est lorsqu'on a un bloc de branche droit, puisque les deux branches, vous savez que les deux branches fragiles, c'est la branche droite et l'hémibranche antérieure gauche. On a pareil 8% de la population globalement qui a un hémibloc antérieur gauche naturellement. Là chez vous, il y a des blocs droits et des hémiblocs antérieur gauche dans la salle. C'est des variantes de la normale quand c'est isolé. Quand on a les deux déjà, quand on a et un bloc droit et un hémibloc antérieur gauche, on vit seulement sur sa branche, son hémibranche postérieure. Ça aussi en soi, c'est quelque chose qui est bénin si c'est isolé. Si on a ces deux branches-là bloquées et un PR long, là, on peut se commencer. Donc, soit on a les deux branches droites plus un EAV un peu flemmard, soit on a les deux branches bloquées plus les mi-branches postérieures qui commencent à souffrir. Et pour la réponse à cette question-là, parce que le pronostic n'a rien à voir, on peut aller mesurer ce qu'on appelle le HV, c'est-à-dire que le IS, on ne sait pas quand est-ce qu'il se dépolarise sur un ECG de surface, mais on peut le voir lorsqu'on va à l'intérieur du cœur, on pose un cathéter sur le IS, on va avoir l'onde P, le IS et le QRS. Si entre l'onde P et le IS, il y a un délai très court et ensuite un délai très long entre le IS et le QRS, c'est pas de bon pronostic, c'est un HV long. Les valeurs, vous n'avez pas à le savoir parce que même nous, on ne les sait pas. Voilà, c'est entre 70 et 100, avec ou sans H-maline. Bon, voilà, personne n'est d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de 100 millisecondes, là, c'est vraiment pas bon. Et un HV court, vous avez un temps qui est perdu entre l'oreillette et le IS. Ça, c'est du temps atrial, du temps de EAV, c'est pas grave. Et par contre, le HV est court. Une fois que l'électricité arrive dans le faisceau de IS, il arrive tout de suite au QRS. Donc ça, c'est de très bons pronostics. Ok, voilà le HV court, le HV long. Et globalement, la seule indication, c'est ça. C'est donc quand on a un bloc dit trifasciculaire, le bloc droit, l'hémibloc antérieur gauche, le PR long, on se demande si l'hémibranche postérieure est elle-même fragile ou pas. Bon, voilà, donc pour prévenir les troubles de conduction, voilà, faut un pace externe et le vérifier régulièrement, le seuil, au moins le seuil de stimulation, si possible, le seuil de détection. On verra tout à l'heure si on a le temps pour le mode DDD, ça peut aider de bien détecter l'oreillette. Donc les trois lettres que vous devez connaître, un mode DDD, vous devez savoir ce que ça veut dire, VVI, vous devez savoir ce que ça veut dire, pas tous les modes, mais au moins ceux-là. Donc la première lettre, c'est la stimulation. Donc VVI, je stimule le ventricule. AAI, je stimule l'oreillette. DDD, je stimule les deux cavités. La deuxième lettre, c'est la détection. VVI, je stimule le ventricule, je ne détecte que le ventricule. VDI, je stimule le ventricule, je détecte l'oreillette et le ventricule. Voilà. Et AAI, je ne détecte que l'oreillette. Et DDD, je stimule les deux, je détecte les deux. Et la troisième lettre, qui est souvent la plus difficile à comprendre, c'est la réponse que j'ai en fonction de ce que j'ai entendu. Si la lettre c'est O, je me moque de ce que j'ai écouté. VOO, je stimule le ventricule, je n'écoute pas, voilà, je stimule. Si vous avez des problèmes à un moment donné, que vous avez l'impression qu'il y a des surdétections, que ça stimule, voilà, vous mettez en VO. Si le seuil de stimulation est bon, ça va capturer. Voilà. C'est le mode panique à bord. Le I, c'est je vais m'inhiber si j'entends quelque chose, donc VVI. Je ne stimule pas tant que j'entends un ventricule à la fréquence plus rapide que ce que tu m'as dit. Tu m'as dit VVI 40, s'il y a un rythme ventriculaire à 50, moi je vois, je ne stimule pas.
s'il y a un battement en dessous de 40, je vais stimuler à 40 et puis je vais attendre. Voilà, 40 par minute, c'est 1500 millisecondes. Donc j'ai une horloge de 1500 millisecondes. À chaque fois que j'entends un truc, je relance un compteur de 1500 millisecondes, etc., etc. Et notamment, par exemple, si la détection est mal réglée, que vous avez du bruit sur votre sonde, eh ben, la sonde, elle peut entendre du bruit. Par exemple, le patient qui tousse, elle entend du bruit diaphragmatique et vous pouvez inhiber la stimulation. D'accord? Donc, il faut être vérifié que si on a un mode VVI qui stimule pas, il faut se demander si c'est pas la détection qui marche pas. D'accord? Dans ce cas-là, on n'a pas de spike. Alors que si on a des spikes et rien derrière, bah là, c'est que le seuil de stimulation lui-même est trop élevé et qu'il faut soit augmenter, soit trouver une autre solution. Le mode T, on n'en parle pas. Et le mode D, c'est le fameux mode DDD. On est capable de faire deux choses. On est capable de faire du AI, c'est-à-dire pareil, je mets une oreillette seulement si j'en ai pas vu depuis pas longtemps. Du VVI, je mets un ventricule seulement si j'en ai vu depuis pas longtemps. Et un mode dit trigué, c'est-à-dire que quand j'entends une oreillette, je mets un ventricule derrière. L'oreillette trigue un ventricule, ce qui permet d'avoir une association AV. Okay. On en reparle à la fin pour quelques réglages basiques pour des gardes sereines. La stimulation cardiaque, bah, chez l'enfant, c'est essentiellement épicardique. Si on met des sondes endocavitaires, elles collent, le gamin grandit et ça pose problème après, elle s'arrache. Voilà. Mais on a beau essayer de mettre des boucles à l'intérieur, en fait, ça colle dans les structures et ça va pas. Donc globalement, c'est épicardique. Il faut essayer de stimuler tant que faire se peut le ventricule gauche. Donc là, motiver les chirurgiens lorsqu'ils mettent le PACE, stimuler le VG, ça c'est bien montré. On l'a dit parce que lorsqu'on stimule le ventricule droit, on va avoir une dépolarisation musculaire de notre ventricule gauche. Et donc, on va avoir les mêmes effets qu'un bloc de branche gauche. Donc, on va avoir à peu près, peut-être 5%, 10% des patients qui vont développer une insuffisance cardiaque à cause de l'asynchronisme que l'on a nous-mêmes créé par la stimulation. D'accord? Donc, c'est les PICM, les Pacemaker Induced Cardiomyopathy. D'accord? Et donc, ça, on s'est bien montré. Voilà, ça date, hein, c'était 2008, mais c'était des jolis cas. On a beaucoup appris depuis. On a une dilatation progressive du ventricule. Un jour, on change la stimulation, on stimule le ventricule gauche, on a un remodelage inverse et le patient récupère. D'accord? Donc, il faut penser. C'était à New England, ça. Donc, c'est que la preuve, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas trop compris ces trucs-là. D'accord? Donc, vous pouvez être potentiellement avec des chirurgiens qui travaillent depuis un moment et qui ne sont pas forcément si sensibles à cette importance de la stimulation ventriculaire gauche. Et les chirurgiens, ça les ennuie un petit peu parce que ils doivent, quand ils ouvrent juste sur une sous-XIF, ils ont accès au VD et c'est facile de coudre sur le VD. Sinon, eh ben, il faut tourner le cœur et donc ça, c'est plus compliqué, etc., etc. Parfois, on fait des mini-thoracos pour aller mettre une sonde sur le VG. Mais donc, il faut savoir que ce n'est pas complètement anodin d'accepter une stimulation ventriculaire droite. Beaucoup de patients vont très bien aller, mais certains patients risquent de se dégrader à cause de cette stimulation. Voilà pour la partie conduction. Partie trouble du rythme est encore plus simple, puisqu'il n'y a qu'une seule solution, c'est la cordarone. Voilà. Donc 40% des patients vont faire des troubles de conduction, des troubles du rythme en post-opératoire, hein, après CEC. Hein. Après CEC. Après pontage, c'est moins que ça, par exemple. Et la réanimation est un univers extrêmement arythmogène, hein, évidemment. Vous mettez ne serait-ce que de l'isuprel, du lévocimendant, des trucs comme ça, ben, c'est hyper pro-arythmogène. Pour un fonctionnement électromécanique cardiaque optimal, il faut une intégrité électrophysiologique, un apport énergétique suffisant pour les cellules, qu'elles ne soient pas en manque d'ATP, et puis une anatomie qui fonctionne. Voilà. Et donc, en post-chirurgie cardiaque, en réanimation, il y a plein de problèmes. On a eu la cardioplégie, on a eu une hypothermie, des trous bioniques, les traitements, le bistouri électrique qui va aller faire des courants intracardiaques pendant la chirurgie, l'ischémie myocardique liée à la cardioplégie elle-même ou à une souffrance coronaire, et puis les lésions des voies de conduction ou la création de substrats arythmogènes, c'est-à-dire la création de cicatrices à l'intérieur du cœur qui vont potentiellement faire des ancrages autour duquel des circuits de réentrée électrique peuvent se mettre en place. Ce schéma-là, nous l'avons vu. Donc il faut toujours prendre en compte, lorsqu'on a un trouble du rythme, le contexte,
C'est quoi la kaliémie du patient? C'est quoi les traitements qu'il a? Est-ce que les amines il n'a pas 18 de tension sous noradré? On peut pas baisser un petit peu? Est-ce qu'il n'y a pas une lésion coronaire qui traîne? Comment est la troponine? Comment est le sus-décalage éventuel du segment ST? Voilà. Essayer de toujours contextualiser plutôt que de se focus sur le trouble du rythme lui-même. Voilà, quelle cardiopathie il a? La FEVG dessous, elle est à combien? Une fibrillation auriculaire à 180, c'est pas la même chez un gamin avec un bon VG, ça va être très bien toléré. Alors qu'un patient à 20% de VG, ça peut être beaucoup plus compliqué. L'équilibre ionique, le grand classique, c'est le potassium. Il ne faut pas oublier, parfois dans des situations réanimatoires complexes, les patients qui se retrouvent avec une stomie suite à un problème, une ischémie digestive ou je ne sais quoi, qui se retrouvent avec des hypocalcémies ou des hypomagnésémies. Ça peut être, c'est très rare, mais alors quand ça arrive, ça donne des cas incroyablement complexe, et tant qu'on n'a pas compris que c'est ça, il n'y a pas moyen de sauver le patient. Voilà. Alors que vous foutez 2 ampoules de magnésium et le patient est ressuscité. Donc ça, c'est des trucs auxquels il faut penser de temps en temps. C'est rare que ces troubles ioniques-là arrivent hors situation digestive particulière ou réanimatoire très complexe. Mais voilà, ça reste tout à fait possible puisque la réanimation, c'est la cour des miracles. Donc c'est là où il peut se passer les trucs les plus compliqués. Le patient extrêmement acide, bien sûr, hein, voilà, et l'ischémie, donc la troponine, c'est important de vérifier qu'on n'est pas en fait on a un patient qui fait TV sur TV, mais en fait on a une occlusion, une plicature de l'IVA. Bon, bah, hein. La cardiopathie, donc les cardiopathies particulièrement à risque, hein, donc bah, tout ce qui va y avoir tout ce qui alors l'Epstein c'est particulier puisqu'il y a beaucoup de muscles entre l'oreillette et le ventricule, parce que la tricuspide est mal foutue, donc c'est des patients qui ont des voies accessoires multiples, donc l'Epstein c'est très particulier. Et après, tous les montages complexes, quand vous commencez à faire des tuyaux et des tunnels partout dans l'oreillette des patients, bah ça crée tout ce qu'il faut pour des arythmies un petit peu complexes. Voilà, la grosse chirurgie de l'oreillette, ça favorise les troubles du rythme, qui vont souvent être assez organisés, du coup, ça va être souvent sous forme de flotteur, parce qu'il y a un circuit qui va se mettre à tourner autour des chirurgies. Voilà. Et donc, après, ben voilà, on peut faire une très rapide liste des différentes tachycardies. La tachycardie sinusale, elle est très fréquente, elle est souvent liée aux amines. Ça peut être difficile, notamment chez les enfants, hein. On peut avoir des tachys sinusales à 170 par minute. Du coup, l'onde P elle va se cacher un peu dans l'onde de T précédente. Donc voilà, c'est toujours de début et de fin progressif. Et puis il y a donc toujours un contexte. Ah, mais en général, on arrive quand même à bien identifier la présence d'une activité atriale qui est sinusale avant chaque QRS. Bon, ben, le traitement de la tachy sinusale, c'est uniquement le traitement de la cause, hein, bien sûr. Les troubles du rythme supraventriculaire, donc les tachycardies atriales, les flotteurs, on peut avoir donc des formes assez organisées. Ça, c'est un cas de flotteur assez classique. En réanimation, comme les patients sont souvent sous amine, on stimule la conduction via le nœud AV de manière un peu supraphysiologique. Et donc, on peut se retrouver avec des flotteurs dits en 1 pour 1. Là, on voit par exemple ici qu'à chaque tour de flotteur, on a un QRS. Puis ensuite, hop, là, on passe en 2 pour 1. Et donc, on voit le fameux toit d'usine du flotteur qui se démasque. Et on se retrouve avec seulement un QRS sur 2. Mais on imagine bien qu'à 220 par minute, c'est moins bien toléré qu'à 110. D'accord? Donc, toutes ces situations-là ben, sont sensibles à la striadine, par exemple, s'il y a besoin, pour essayer de faire le diagnostic, et ensuite ben, au ralentisseur du NEAV, hein, voilà. Sachant que ben, on est souvent coincé, on a un patient qui est sous amine d'un côté, et on a envie de lui mettre des inhibiteurs calciques de l'autre, ou des bêta-bloquants. Voilà. Situation en général transitoirement inconfortable. Et donc là, ben, le traitement antiarythmique aide aussi, hein, la fameuse cordarone. Si on fait des manœuvres vagales, parce que l'hémodynamique le permet, à visée diagnostique, on va avoir à un moment donné, si c'était une tachycardie atriale ou un flotteur, moins de QRS, mais toujours autant d'activité atriale. Donc on dit qu'on va démasquer le flotteur. Le grand classique, vous le savez, c'est le flotteur commun, mais vous, en post-chirurgie, vous pouvez avoir, justement, c'est l'endroit où il y a la plus faible proportion de flotteurs communs et la plus grande proportion de flotteurs de tout genre, parce que les patients ont eu des oreillettes découpées dans tous les sens. Alors bien sûr, le choc électrique reste, si le patient il est intubé, ventilé à 4 de tension à 180 par minute, vous mettez la cordarone, puis à un moment donné, si ça suffit pas, le choc électrique marche très bien.
À réserver, bien sûr, puisque ce n'est pas un trouble du rythme qui met en jeu la vie du patient en lui-même, mais ça peut être les conséquences hémodynamiques qui vont le faire, donc à ne conserver la solution du choc électrique qu'en cas d'extrême nécessité. Voilà, donc des ECG de tachycardie atriale. On va faire un massage sino-carotidien ou mettre un petit peu de striadine. On démasque l'activité atriale. Et puis hop, ensuite, ça repart en 1 pour 1. Et là, on voit que le diagnostic peut être vraiment difficile à faire entre une tachy sinusale, une tachy jonctionnelle, une tachy atriale, sans, à un moment donné, le fait de ralentir le nœud auriculo-ventriculaire. Donc ça, c'est vraiment une demi-ampoule de striadine, sauf si le patient a 5 de tension. Ça peut vraiment aider à comprendre ce qui se passe. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a compris une bonne fois pour toutes, et ben ensuite on catégorise le trouble du rythme, on sait ce que c'est et on sait pour le futur les traitements à mettre en place. Bon, ça c'est des vieilles plaques, mais de toute façon, comme il y a rien de nouveau comme recommandation, on peut toujours essayer de garder ça en tête, hein. Donc en gros, les grands troubles du rythme supraventriculaire, il y a le flotteur, la tachycardie atriale ectopique, ça c'est plutôt donc l'oreillette qui est excitée par une condition, voilà, l'hypothermie, la cardioplégie, etc. Et donc on a une activité ectopique, donc des extrasystoles atriales un petit peu dans tous les sens qui viennent perturber le rythme, et la fameuse fibrillation auriculaire. Bon voilà, si le patient va pas bien, on le choque. Sinon, en gros, bon, bah, chez vous, vous êtes en général en post-chirurgie cardiaque, c'est les gens qui ont des cœurs malades, donc pas de flécaïne. On sait que les classes 1, c'est quand même un des inotropes négatifs, 2 potentiellement pro-arythmogènes s'il y a des cicatrices cardiaques, donc à éviter. Donc en gros, il ne vous reste pas grand-chose, il vous reste les bêta-bloquants, la cordarone qui marche extrêmement bien chez tout le monde. La cordarone, juste, il ne faut pas le mettre en bolus, puisque ça peut avoir des effets un peu, comment on appelle ça, un peu pseudo-allergiques, là, des réactions un peu histaminiques, hein. Donc, les patients peuvent faire des rashes cutanées, tout ça, avec des hypotensions marquées si vous faites ça en bolus. Donc, la cordarone, c'est quand même au goutte à goutte, hein, sur 30 minutes, voire 1 heure. Quand c'est intraveineux, si c'est péros, évidemment, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à mettre des fortes doses si besoin, 900 mg/h à la seringue électrique, voilà. Et puis après, il vous reste le sotalol, mais alors c'est pareil, le sotalol, pour son efficacité dans le contexte réanimatoire, on oublie globalement. Donc en fait, vous avez pas tant on n'a pas tant d'outils que ça en termes d'anti-arythmique. On a la cordarone, et quand on met de la cordarone à un patient, on vérifie un truc parce qu'on n'a pas envie de le tuer, c'est son QT. Donc voilà, on met la cordarone, le seul truc, c'est que ça allonge le QT. Donc chez quelqu'un qui a déjà un QT long, un peu fragile, on peut favoriser des troubles du rythme à type de torsade de pointe. Voilà, là où on peut en gros tuer un patient à cause de la cordarone, c'est le grand classique, l'AFA rapide, en décompensation cardiaque. On bourre le patient de cordarone, on bourre le patient de l'Azilix, il pisse, il est en hypokaliémie, il se réduit, donc il repasse sinusal, il se retrouve bradycarde pour le coup, une fois que l'AFA rapide s'est réduite, avec du coup un QT qui s'allonge lié à la bradycardie, et là il fait la torsade de pointe. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est pas tellement classique en réanimation, mais c'est classique en cardiologie. Et c'est plutôt chez les sujets âgés, plutôt chez les femmes. Voilà, la petite maminette qui arrive avec sa maladie rythmique de l'oreillette, en décompensation cardiaque sur FA rapide, cordarone Lasilix, 2,8 de kaliémie, réduction, dysfonction sinusale à 30 par minute, des ESV, mais au scope on dit ça va, il y a des ESV, et puis à 3 heures du matin, ben, l'ESV de trop dans l'onté, la torsade de pointe, au début qui fait juste de la TVNS, on clique en se disant mais c'est bon, c'est du bruit, et puis au bout d'un moment, bah, elle dégénère en fibrillation ventriculaire. Les tachycardies jonctionnelles, dans le contexte de post-réanimatoire, c'est pas si classique que ça. On les voit plutôt aux urgences cardiologiques, mais en post-réanimation, on peut en voir, notamment dans les Epstein. Voilà, c'est quand même le grand classique des maladies d'Epstein, d'avoir des voies accessoires avec du coup plus de tachycardie jonctionnelle. La différence, c'est qu'on va faire des manœuvres vagales ou de la striadine, au lieu de démasquer une activité atriale rapide, on va arrêter la tachycardie puisqu'elle avait besoin de passer par le nœud AV pour fonctionner. Voilà, donc au contraire, on a une manœuvre qui est à la fois diagnostique et thérapeutique. On a les tachycardies ischiennes, ou autrement appelées JET, Junctional Ectopic Tachycardia. Ça, c'est extrêmement rare dans la vie, mais moins en post-chirurgie cardiaque. Donc ça, c'est un truc un peu spécifique à la post-chirurgie. Bah, c'est pareil, on va tirer sur le nœud, on va l'énerver. Le chirurgien, il va bidouiller dans le coin. On peut avoir un nœud qui se met à clignoter comme ça un petit peu, à avoir été stressé. Et donc un rythme anormalement rapide, avec des QRS fins, puisque ça vient du nœud, mais avec plus de QRS que d'ondes P, ce qui veut dire que c'est bien le nœud AV qui décide de sa propre fréquence. D'accord?
Donc voilà, ça en général, c'est irritatif et ça va passer tout seul. On peut être parfois un peu emmerdé chez les gamins, par exemple. En néonat, il y a des gamins qui ont ça, qui ont des rythmes avec des jets un peu pénibles à traiter. Ça, les traitements antiarythmiques ne marchent pas très bien, mais dans le contexte de post-chirurgie, en réanimation, voilà, attendre marche très bien. Et d'ailleurs, en général, c'est le maître mot, hein, c'est un, cordarone et deux, surveillance. Dans la tachycardie jonctionnelle, par définition, il y a autant d'oreillettes que de ventricules. C'est-à-dire que que ce soit une réentrée intranodale ou une réentrée sur voie accessoire, l'oreillette et le ventricule sont activés soit en même temps dans la réentrée intranodale, oreillette ventricule en même temps, soit l'une après l'autre, oreillette puis oreillette puis ventricule lorsque c'est sur une tachycardie avec voie accessoire. Donc la position de l'onde P sera différente. Je ne vous en parle pas là, c'est quand même le boulot du rythmologue de faire ce diagnostic-là. Mais on aura autant d'ondes P que de QRS dans les tachycardies jonctionnelles, alors que dans la jet, on aura plus de QRS que d'ondes P. Comme dans une TV, en fait c'est une TV à QRS fin. Voilà. Et après, ben voilà, on en arrive à la fameuse TV. Donc là, pour le coup, c'est le diagnostic en réanimation qui doit inquiéter le réanimateur, puisque c'est le trouble du rythme qui risque le plus de dégénérer en fibrillation ventriculaire et donc d'entraîner un risque de mort subite. Et c'est le trouble du rythme le moins bien toléré sur le plan hémodynamique parce que on a des QRS qui sont larges, donc un asynchronisme ventriculaire. Donc non seulement vous avez une tachycardie, donc un rythme anormalement rapide et difficulté de remplissage, et en plus vous avez une pompe qui marche pas bien. Donc vous avez une fraction d'éjection qui est altérée au moment de la TV. Alors si de base on est sur une fraction d'éjection altérée, on peut se retrouver avec des situations hémodynamiques vraiment catastrophiques. On peut décéder d'une TV à 110 battements par minute, hein. On le voit malheureusement de temps en temps. Un patient qui a 15 ou 20% de fraction d'éjection, qui est extrêmement précaire, vous le mettez en TV à 110, pendant une heure ou deux, il peut se retrouver avec 7-10 de pH, 400 de créate le lendemain. Voilà, il a des défaillance hépatique qui va jamais récupérer. Le patient va se cracher parce que pendant une heure, il a été complètement hypoperfusé. Donc, ce n'est pas forcément la fréquence de la TV qui préjuge de sa gravité, c'est le contexte, la tension artérielle pendant la TV. Est-ce que le patient a perdu connaissance ou pas de toute façon, si le patient est en TV et qu'il a perdu connaissance, par définition, ceci est un arrêt cardio-respiratoire. Donc, on réanime comme un arrêt cardio-respiratoire. Si le patient est en TV mais capable de parler, bon, il est mourant, mais pas encore mort. Et donc, voilà, soit il a 13 de tension avec une TV à 140 par minute, 45% de VG, il vous parle, il dit non, mais moi ça va. Bon, on se donne le temps, on essaie de réduire. Soit on monte une sonde d'entraînement, on essaie d'arrêter la TV, soit on met de la cordarone, on attend de voir ce qui se passe. Il y a le DEF à côté au cas où. Soit le patient, il a 6 ou 7 de tension, là, on l'endort et on chope, quoi. D'accord? Voilà, la TV la plus classique, c'est la TV dans la tétralogie de Fallot, parce que dans la tétralogie de Fallot, on a cet isthme en haut de la CIV qui va être fermé et qui donne la parfaite région autour de laquelle un circuit électrique peut se mettre à tourner. Donc c'est un petit peu le grand classique, la TV sur Fallot de chirurgie cardio-pédiatrique. Donc on aime bien, chez les patients qui ont un fallo, qui vont être réopérés notamment, on aime bien vérifier. Donc parfois on leur fait même des tests, on essaie de déclencher une TV, on leur fait un proto-TV pour voir s'ils sont capables de faire de la TV ou pas avant la chirurgie. Parce que si c'est le cas, on peut leur faire, le chirurgien peut leur faire, lorsqu'on va les revalvuler, le chirurgien peut faire une petite incision pour empêcher l'arythmie de tourner et donc d'empêcher les TV. Et si on veut leur mettre, là c'est pour le coup, je parle de choses que je ne connais pas, mais par exemple une mélodie. Une fois que la valve est en place, pour aller traiter des TV, c'est très compliqué. Et donc, du coup, on va parfois aller tester la capacité du patient à faire de la TV avant de mettre cette valve-là, parce que si, une fois qu'on l'a mise, on est un petit peu coincé le jour où le patient fait de la TV. Donc voilà, on monte à l'intérieur, on fait des cartes, on regarde où est l'isthme, est-ce que entre l'isthme là et l'artère pulmonaire, est-ce qu'on a un passage suffisamment lent qui permet à une TV de tourner? Et si c'est le cas, on fait des petits compléments d'ablation voilà, pour aller empêcher un circuit électrique de tourner. La torsade de pointe, c'est aussi un grand classique de la réanimation.
Donc ça donne au départ des ESV, puis des doublés, puis des triplés, puis de la TVNS, puis ça commence à durer 10-15 secondes, puis ça dégénère en FV. Donc souvent on a quand même le temps de le voir venir, et du coup on a l'occasion de s'en vouloir si le patient finit en FV en disant putain ça fait quand même 1 heure en fait qu'il y a des sacrés trucs pas beaux au scope et on aurait quand même pu s'en apercevoir. Voilà, donc c'est une des rares quasi-fibrillation ventriculaire, parce que c'est le stade un peu avant, hein, c'est désorganisé, mais on arrive, contrairement à la FV, à identifier des QRS, mais leur axe change, qui s'arrêtent spontanément, dans quand même la plupart des cas. Et puis de temps en temps, ça ne s'arrête pas, parce qu'il commence à y avoir de l'ischémie qui se met en place en plus, et donc là, ça dégénère en fibrillation ventriculaire. Donc évidemment, une torsade de pointe, par définition, la définition inclut le fait qu'il y ait un QT long sous-jacent, sinon on parle de TV polymorphe. Alors, parfois on parlait de torsade de pointe à couplage court, mais bon, bref, il ne faut pas utiliser ce terme-là, c'est confusogène. Une torsade de pointe, c'est par définition dans un contexte de QT long. Donc on traite par le choc si besoin, bien sûr, et puis on traite avec du magnésium et souvent du potassium, parce que souvent il y a une hypokaliémie associée. L'accélération de la fréquence cardiaque peut aider, c'est souvent parce que, comme on l'a dit, quand le cœur est lent, le QT s'allonge et donc favorise les torsades de pointe. Voilà, donc quand vous mettez de la cordarone, en gros, la cordarone en réa, c'est à peu près le traitement de tous les troubles du rythme. Faites attention au QT et faites attention à la kaliémie, c'est à peu près ça. Essayez de traiter les facteurs déclenchement. Évidemment, on ne choque pas à 200 joules un enfant de 15 kilos, mais ça, je vous apprends rien. Et ce qui nous reste encore, on a encore quelques minutes. On va essayer de discuter du pacemaker externe. Tout ça, je trouve que souvent, ça peut aider d'être un petit peu plus à l'aise avec le pace externe en garde. Donc, on peut contrôler le seuil de stimulation, c'est le geste qu'il faut savoir faire. Donc, je vais sur le seuil. D'abord, je déverrouille sur la petite clé. Voilà, donc il est déverrouillé. Donc là, on commence déjà à décharger ses surrénales puisqu'on se dit qu'on peut faire des bêtises, mais en fait, c'est très simple. On diminue tout simplement la sortie en milliampères. Alors, sur les pacemakers endocavitaires des patients, on parle en volts. Sur les piles externes, on parle en ampères. Voilà, c'est quand même finalement une intensité de courant qui compte. Mais sur les piles, on utilise la différence de tension, alors que mais finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc voilà, on commence par exemple à fond, à 8, et puis on descend à 7, à 6, à 5, à 4. À 4, on ne capture plus, donc évidemment, il faut avoir un scope qui marche, ou attendre que le patient convulse, mais c'est moins sympa. Donc là, par exemple, on va dire que le seuil est à 5. Hein, on ne dit pas que le seuil est à 4, parce qu'à 4, on a perdu, donc on dit que le seuil est à 5. Si on dit que le seuil est à 5, c'est qu'à 5, ça marche. Très bien. Donc il faut bien sûr se mettre plus rapide que la fréquence naturelle du patient. Voilà. Si on vous met un pace externe et que vous êtes à 80 par minute, si je mets en VVI 70, bah, forcément, je ne peux pas tester votre seuil puisqu'il y a un rythme à 80, la pile, elle ne va pas stimuler. Donc il faut se mettre plus rapide que la fréquence du patient. OK? Donc la fréquence de base, souvent on se met en VVI 100 et puis on teste à 100 par minute. Voilà. Et évidemment, une fois qu'on est passé dessous, on ne reste pas 3 plombes et demi parce que si le patient est dépendant, il fait une pause. On peut contrôler la détection ventriculaire, et ça on le fait moins souvent, mais ça peut valoir le coup, encore une fois, si le patient, notamment, si on veut pouvoir régler un mode backup qui marche bien, par exemple un mode VVI 40 pour bien dormir peinard, en mode le patient il a son rythme à 80, mais je sais qu'il ne va pas être stimulé, donc il ne va pas avoir des stimulations dans l'onde T qui vont être pro-arythmogènes, etc. Donc la pile elle ne va pas fonctionner, mais si il devient lent, je sais que la pile prendra le relais. Donc pour ça, il faut que la détection soit correcte. Si la détection ne marche pas, bah, la pile, vous la mettez en VVI 40, il va y avoir des spikes à 40 qui ne vont pas prendre en compte la fréquence du patient naturel. Et donc, bah, vous allez changer la sensibilité de la machine et vous allez augmenter petit à petit la sensibilité de la machine et vous regardez si la petite lumière verte clignote. Si la lumière clignote, c'est que j'ai détecté quelque chose. Vous montez petit à petit et puis au bout d'un moment, elle clignotera plus et qu'elle n'est plus capable de voir ce qui se passe. D'accord? Donc là, par exemple, bah voilà, à 5 millivolts de seuil, ça clignote. À 6, ça clignote plus. Donc le seuil, c'est 5. Vous vous mettez assez largement en dessous. Vous mettez à 3 millivolts. Hein, vous divisez par 2 à peu près. Et là, vous savez que à peu près tous les QRS vont être vus par la machine de façon efficace. Donc elle ne stimulera pas tant que le patient a son propre rythme. C'est clair ça? La détection atriale, pareil, ça peut être très utile si le patient est en BAV, d'être capable de détecter l'oreillette pour pouvoir y coller un QRS derrière de façon adaptée pour avoir une hémodynamique efficace.
Et si vous ne détectez pas bien l'oreillette, ma cache walou, vous ne pourrez jamais avoir un mode DDD qui marche bien. Donc vous allez vous mettre en rythme lent, plus lent que la fréquence du patient pour pouvoir entendre son activité atriale. Ne vous mettez pas en AAI si le patient est en BAV complet, car sinon la pile ne s'occupera plus du ventricule du patient et vous allez avoir une asystolie avec un patient qui convulse. Donc le mode pour tester que ce soit la sensibilité de l'oreillette ou du ventricule, c'est le mode DDI. Vous vous mettez à 30 ou à 40. Vous savez qu'au minimum, il y aura une stimulation de l'oreillette et du ventricule à 30 par minute, si le patient n'a rien dessous. Notamment, donc en DDI 30, si le patient, par exemple, est en BAV complet avec un rythme sinusal, vous allez avoir les oreillettes du patient spontanées, la machine va s'inhiber, elle ne va pas stimuler l'oreillette, et des QRS stimulés à 30 par minute pendant votre test. D'accord? Donc ça va sonner au scope, les infirmières vont venir nous voir, mais c'est toi qui fais ça? Oui, oui, c'est moi, je teste la pile, tout va bien. Et donc pareil, vous allez augmenter la sensibilité petit à petit jusqu'à ce que, là où il y a marqué A sur la machine, ça ne clignote plus en vert, donc elle ne voit plus l'oreillette. D'accord? C'est clair ça? Une fois qu'on a fait ça, voilà les exemples de réglage pour un réanimateur qui passe une bonne garde. Donc le mode sentinelle, le patient est sinusal, spontané, il a encore ses électrodes, on veut ne pas être appelé pour ce patient-là cette nuit, il n'y a aucune raison. Donc on le met en DDI 40. S'il a ses oreillettes, elles vont être inhibées. S'il a ses ventricules, ils vont être inhibés. S'il est lent, il sera stimulé à 40 par minute, que ce soit sur l'oreillette ou le ventricule. Donc le patient ne mourra pas d'asystolie cette nuit et en plus, il ne va pas être stimulé inutilement. Ok? Ça, c'est le mode sentinelle. C'est mieux que VVI 40, si l'oreillation d'atrial marche, parce que s'il a une dysfonction sinusale, pareil, il sera stimulé sur l'oreillette aussi, et c'est toujours mieux d'avoir une association avec. Voilà. Et si le patient se retrouve en BAV complet, par contre, ce n'est pas le mode idéal parce qu'il va se retrouver être stimulé seulement à 40 battements par minute sur le ventricule. D'accord? Donc si le patient est en BAV complet, au moins il ne va pas mourir pendant la nuit et le lendemain matin on va le retrouver stimulé à 40, mais il y aura probablement un réglage plus optimal à faire. C'est pour ça que c'est un mode sentinelle. Et si à un moment donné le patient est stimulé en permanence à 40, on va réfléchir s'il n'y a pas mieux à faire. Et au moins votre patient il ne mourra pas pendant votre garde. Le réglage du patient en BAV complet, vous le mettez en DDD. En général, vous aimez bien le mettre à 80 par minute. Vous nous demandez d'accélérer les paces des patients qui ont des paces endocavitaires à 60. Vous nous demandez de les mettre à 80 pour l'hémodynamique. Vous vous mettez à 80 par minute. Si le patient n'a pas à une fréquence sinusale plus lente, il va être stimulé sur l'oreillette, puis stimulé sur le ventricule. Parfait. S'il a des activités atriales spontanées, il ne va pas être stimulé sur l'oreillette, mais il va y avoir une stimulation ventriculaire après l'oreillette pour bien synchroniser et avoir une hémodynamique conservée. Et s'il y a des ESV, la machine ne va pas stimuler n'importe où dans l'ESV, vous ne devez pas avoir ça, sinon c'est que la sensibilité n'est pas bonne, elle va décaler, et ensuite il y aura à nouveau une stimulation de l'oreillette et du ventricule. Ok? Donc ça, le mode DDD, c'est le patient qui est en BAV complet, voilà. Ou le patient qui est en dysfonction sinusale, dans le contexte de réanimation en général. On ne va pas le mettre en AAI parce qu'on a peur, si on le met en AAI, le risque, c'est qu'il nous fasse le BAV complet, qu'on ait traité sa dysfonction sinusale, mais qu'il fasse la systolie derrière. Donc souvent, le mode DDD, il y a des modes plus sioux qui existent dans les pacemakers, mais le mode DDD marche bien aussi. Comme ça, vous stimulez votre patient à 80, l'oreillette, le ventricule, au moins il est associé à AV, c'est pas mal. Le problème, c'est si le patient passe en fibrillation auriculaire, ce qui est quand même fréquent en post-chirurgie, et que vous êtes mis en DDD, la machine, elle va avoir beaucoup d'oreillettes. On lui a dit de mettre des ventricules après les oreillettes, elle va mettre beaucoup de ventricules. Et donc là, vous allez voir au scope que le patient est passé en FA et qu'il est stimulé à 130 par minute par la pile. Et vous allez dire, mais ça va pas du tout, je l'ai réglé en DDD 80, il stimule à 130, c'est quoi ce bordel? Ben oui, mais vous lui avez mis la fonction D au niveau du ventricule, c'est-à-dire que vous lui avez dit, ben quand tu vois une oreillette, tu mets un ventricule. Donc lui, il voit plein d'oreillettes, il met plein de ventricules. Évidemment, il y a une fréquence maximale, en général c'est 130. Il ne va pas vous mettre à 500 par minute dans le ventricule, sinon vous êtes en FV. Et donc le mode DDD, ce n'est pas un bon mode pour les patients en fibrillation auriculaire. Ok? C'est pour ça que les pacemakers, eux, ils passent automatiquement de DDD à DDI quand le patient passe en FA. Mais le pace de réa, il ne sait pas faire ça, lui. Donc quand votre patient est en FA, vous le mettez en DDI à 80 battements par minute, ce qui fait que les oreillettes ne vont pas entraîner de ventricule. Ok? Il va y avoir
les QRS à 80 par minute. Et s'il repasse sinusal, avec de la dysfonction sinusale, bah, il sera stimulé à 80, oreillette, ventricule. D'accord? Mais s'il passe, et donc là on peut revoir les trois modes que je vous propose d'avoir en tête, de connaître. Le DDI 40, qui est le rythme sentinelle. Avantage, il y a un rythme normal, on le surveille, le ventricule ne sera pas stimulé sur le plan hémodynamique, c'est ce qu'il y a de mieux. Et l'avantage, c'est qu'il ne mourra pas d'un trouble du rythme, d'un trouble de conduction cette nuit. Voilà, il ne fera pas d'asystolie cette nuit. Le problème, c'est que s'il passe en BAV complet, il sera stimulé à 40 toute la nuit, ce qui n'est pas non plus l'idéal, donc peut-être qu'il faudra faire quelque chose, mais au moins vous aurez le temps de réfléchir. En dysfonction sinusale ou en BAV complet, on se met en DDD 80. On aura une fréquence accélérée à 80 par minute, c'est bien pour l'hémodynamique. On a une association AV, donc c'est bien pour l'hémodynamique. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver à être stimulé très rapidement en cas de passage en FA, d'accord? Et que vous stimulez quand même votre ventricule de façon permanente. Donc si le patient il est sinusal à QRS fin à 70 par minute, bah, peut-être ça vaut le coup de le mettre en mode sentinelle en DDI 40 plutôt que de le stimuler sur le ventricule à 80. Ça, c'est à vous de voir est-ce qu'il est mieux à 70 avec ses QRS fins ou à 80 avec ses QRS larges. À vous de voir l'hémodynamique. Et si le patient passe en FA, ben vous le mettez en DDI 80 ou en VVI 80 s'il est en FA permanente. Ça ne sert à rien de s'occuper de l'oreillette si le patient est connu en FA permanente. Là, vous allez avoir votre fréquence qui est accélérée à 80. Vous n'avez pas de risque de stimulation ventriculaire rapide sur le trigger des oreillettes au ventricule qui existe dans le mode DDD. Par contre, en cas de retour en rythme sinusal, vous aurez une dissociation entre les oreillettes et les ventricules, notamment si la fréquence sinusale est plus rapide que 80. Alors qu'en mode DDD, vous aurez votre association AV. D'accord? Ça, j'aurais bien aimé que ce soit clair pour vous, que ces trois modes-là, voilà, le DDI 40, le DDD 80, le DDI 80. Mon patient n'a pas besoin d'être stimulé, mon patient est en BAV complet, mon patient est en FA plus BAV complet. OK? Voilà ce que je voulais vous dire. On a dépassé de quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Globalement, voilà, c'est un travail d'équipe, hein, la réanimation. Donc, faut avoir des tracés. Donc, pensez à faire des ECG papier 12D, c'est mieux que le scope quand on a des trucs un peu bizarres, un peu complexes. Pensez à demander au chirurgien le pronostic qu'il pense sur ces troubles de conduction. Et pensez à travailler avec les rythmologues qui vont vous dire de mettre de la cordarone, mais bon, pas beaucoup mieux. C'est rare, c'est rarissime de se retrouver à faire de la cardiologie interventionnelle sur des patients de réanimation. Voilà, d'aller faire une ablation de FA ou une ablation de TV ou en contexte réanimatoire, c'est très rare. C'est possible, ça existe. On fait parfois, notamment sur les orages rythmiques, les ablations de TV sous ECMO et compagnie. C'est quand même très très rare. C'est pas du tout la norme. Très souvent, c'est une situation temporaire qui va se régler. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'en cas de pathologie cardiaque avec une lésion ischémique, il y a un bénéfice altéré ou des BDG? Est-ce qu'il y a un bénéfice à appliquer le concept de resynchronisation cardiaque? Est-ce que ça a déjà été fait? Bien sûr. Bien sûr. Alors là tu parles de nouveauté. Tu parles de, on connaît très bien le bénéfice à resynchroniser un ventricule gauche lorsqu'on doit le stimuler. On l'a vu, il vaut mieux stimuler le VG que le VD. La stimulation mono-VG fait globalement à peu près aussi bien que la stimulation biventriculaire. Cependant, depuis quelques années arrive un concept qui est complètement nouveau, qui est maintenant quand même bien établi, qui est la stimulation physiologique, où on va aller stimuler la branche gauche du patient. Donc on va aller se visser avec le pace à travers le septum jusqu'à la branche gauche, capturer la branche gauche et donc avoir un QRS fin. Et ça, ce n'est pas encore dans les recommandations, mais dans les années futures, on va très probablement montrer que c'est mieux que la resynchronisation cardiaque, que c'est mieux que la stimulation ventriculaire gauche épicardique, que ce soit via une sonde dans le sinus coronaire ou via une sonde cousue sur le muscle par le chirurgien, et que c'est la façon la plus physiologique d'éviter les cardiopathies induites par la stimulation. L'autre chose qui a changé dans la stimulation cardiaque ces dernières années, c'est la possibilité de mettre des paces sans sonde. Donc on n'a pas le boîtier à l'épaule avec des câbles qui vont jusqu'au cœur, mais un pacemaker intégré qui n'est capable que de stimuler le ventricule aujourd'hui, mais demain qui sera capable de stimuler et l'oreillette et le ventricule avec des pacemakers qui arrivent là dans les mois qui viennent,
où on peut visser une capsule dans l'oreillette et visser une capsule dans le ventricule. L'énorme différence, c'est que ces pacemakers ne donnent à peu près pas d'endocardite. Donc chez les gens qui ont des problèmes d'endocardite sur sonde, de situations complexes infectieuses, de plus en plus, on leur propose des pacemakers sans sonde. Voilà les deux nouveautés ces dernières années, le pace sans sonde et la stimulation physiologique de la branche gauche qui permet la resynchronisation. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'études. Et globalement, l'idée, c'est la règle. C'est une étude qui date de 2016. C'est nécessité de stimulation élevée, donc BAV complet, fraction d'éjection à moins de 50%, il faut resynchroniser le patient. Fraction d'éjection à plus de 50%, probablement que le gain est à la marge. Voilà ce qu'on peut dire pour ta question. C'est valable en général, et donc ça s'applique aussi en théorie en post-chirurgie cardiaque. Si ton patient il a une fraction d'éjection altérée et qu'il faut le stimuler, et qu'on dit non mais c'est bon, moi je lui fais une sous-XIF et que je lui mets une sonde VD, c'est vraiment dommage. Il y a des papiers assez solides qui te disent que c'est dommage. Voilà, je laisse la place à mon successeur.